Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rentrée venait à peine de commencer au prestigieux Franklin Preparatory Academy, une institution fondée au début du XXe siècle, nichée dans les quartiers boisés de la banlieue nord d'Atlanta, là où les portails automatiques protègent les villas aux pelouses irréprochables, et où les enfants apprennent à marcher en costume 3 pièces. Les couloirs du bâtiment principal, larges et baignés de lumière naturelle, étaient tapissés de trophées, de photos en noir et blanc de promotions passées, presque exclusivement blanches, et d'articles encadrés parlant de réussite, de tradition, de prestige. Ici, le mot « héritage » n'était pas seulement une valeur, c'était un mot de passe invisible que tous les élèves semblaient connaître, sauf quelques-uns. Les élèves affluaient, sacs de marque au bras, chaussures lustrées, uniformes impeccables ajustés par des couturiers privés pour certains. Les salutations étaient ponctuées de sourires contrôlés, d'embrassades destinées à être vues, et de regards rapides pour jauger qui portait quoi, qui revenait d'un été à Paris ou d'un séjour linguistique à Tokyo. Le monde de Franklin Prep n'était pas seulement un lieu d'études, c'était une vitrine sociale. Et puis, à l'entrée principale, se fit remarquer une rupture dans le tableau parfait. Amara Jenkins. 16 ans. Peau d'ébène lumineuse, port de tête digne, tresses soigneusement nouées qu'elle avait faites elle-même la veille, en écoutant Coltrane et en récitant mentalement les dates du programme d'histoire qu'elle avait déjà anticipé. Elle portait l'uniforme comme les autres, jupe grise, chemisier blanc, blazer bleu marine, mais chez elle, rien ne sonnait comme un privilège héréditaire. Ses chaussures n'étaient pas de marque. Son sac à dos était usé par les trajets en bus scolaire, pas par des vacances à Saint-Barthélemy. Elle n'arborait pas de montre en or, ni de bijoux fins. Et surtout, elle n'avait pas ce sourire artificiel que les autres élèves arboraient en entrant dans l'arène. Elle avançait lentement, mais sans hésitation. Chaque pas semblait calculé. Pas pour impressionner, mais pour affirmer qu'elle avait le droit d'être là. Même si une voix intérieure, née de 1000 expériences passées, lui rappelait qu'elle serait toujours perçue comme une étrangère. Les bavardages dans le couloir se turent un instant. Les regards se tournèrent, certains curieux, d'autres gênés, quelques-uns ouverts, mais beaucoup teintés d'un jugement silencieux. Pas un mot, pas une insulte, mais dans ce silence flottait un message non verbal. « Tu n'es pas d'ici ». Tout au fond du couloir, à côté de la grande horloge murale de style colonial, M. Bradley Thompson, directeur de l'établissement, observait la scène. Un homme dans la cinquantaine, à la silhouette droite, au visage tendu par une discipline froide. Il portait un costume sombre taillé sur mesure, une montre suisse en or et une cravate bleu roi, assortie à l'écusson de l'école. Il était connu pour son obsession de la réputation, de la tenue et surtout du niveau. Et même si jamais rien n'avait été officiellement dit, tout le monde savait qu'il n'avait jamais vu d'un bon œil les élèves noirs boursiers. Il les tolérait parce qu'il le fallait, quotas, politique d'inclusion, pression des mécènes progressistes, mais il ne les accueillait jamais avec le même enthousiasme que les enfants des donateurs. Son regard, lorsqu'il se posa sur Amara, fut lourd de jugement. Une grimace imperceptible plissa ses lèvres, vite remplacée par un sourire de façade, celui qu'il réservait aux caméras, pas aux êtres humains. Il sortit un petit carnet de sa poche intérieure et nota son nom. Amara Jenkins. Elle n'avait encore rien dit, rien fait. Et pourtant, elle était déjà sur sa liste mentale. La liste de ceux qu'il fallait surveiller. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Amara n'était pas seulement une élève brillante, titulaire d'une bourse intégrale pour résultats exceptionnels. Elle n'était pas une fille banale sortie d'un quartier ordinaire. Elle était la fille adoptive d'une femme influente, docteur Angela Freeman, ancienne procureure fédérale, avocate redoutée dans les affaires de discrimination raciale et conseillère juridique de plusieurs membres du Congrès. Mais cela, Amara ne le disait pas. Elle ne jouait pas de ses connexions. Elle voulait être jugée pour ce qu'elle valait et non pour qui elle connaissait. Elle voulait briller sans carte d'influence. Même si, dans un endroit comme Franklin Prep, cela pouvait être fatal. Et tandis qu'elle franchissait la porte de sa première classe, le regard du directeur toujours braqué sur elle, quelque chose d'invisible s'était déjà mis en marche. Le choc des mondes avait commencé. Et personne n'en sortirait indemne. Dès la première semaine, les ennuis commencèrent. Pas de Cris. Pas de bousculades. Non. À Franklin Prep, les conflits prenaient des allures feutrées, sous le vernis du protocole et du respect apparent. Mais pour ceux qui savaient lire entre les lignes, les murs transpiraient l'exclusion. C'était un mardi matin,
en cours d'histoire américaine. La salle était impeccable, les tables parfaitement alignées, l'air conditionné diffusant une fraîcheur artificielle. Sur le tableau électronique, le professeur Howard Kendrick, un homme sec, à la barbe soignée et à l'accent du Sud profond, déroulait une leçon sur la guerre de sécession, qu'il présentait comme un conflit tragique entre frères, sans mentionner une seule fois le mot esclavage. Amara, installée au 3e rang, avait les doigts serrés sur son stylo. Elle hésitait. Mais elle savait ce qu'elle faisait. « Pardon, monsieur Kendrick, mais ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, dit-elle d'une voix calme, mais assurée. La classe se figea. Certains se retournèrent, d'autres baissèrent la tête. Un murmure imperceptible traversa la pièce. « Je vous demande pardon, » répondit le professeur, un sourcil levé. « J'ai lu un article de l'historienne Heather Cox Richardson. Elle démontre, source à l'appui, que l'esclavage était la principale cause de la guerre, et que les documents officiels des États sécessionnistes le confirment explicitement. » Un silence de plomb tomba. Howard Kendrick cligna des yeux. Il avait été repris, publiquement, par une élève noire, boursière et nouvelle. Il ferma lentement son ordinateur. Le claquement du clapet résonna dans la salle comme un avertissement. « Miss Jenkins, je vous invite à respecter le cadre pédagogique de ce cours. Je vous prierai de rejoindre immédiatement le bureau du directeur. » Personne ne parla. Amara ramassa calmement ses affaires et sortit. Ses pas résonnaient dans le couloir comme un rappel de ce que signifiait oser dire la vérité quand on ne faisait pas partie du monde auquel on s'attaquait. Le bureau de M. Thompson était situé dans l'aile ouest, au dernier étage. Une pièce spacieuse, aux murs recouverts de diplômes, de citations inspirantes, et de photographies montrant le directeur entouré de figures locales de pouvoir, des juges, des sénateurs, et un gouverneur blanc, souriant, main sur l'épaule du directeur comme pour l'adouber. Amara entra sans trembler. Thompson ne leva pas immédiatement les yeux. Il feuilletait un dossier, d'un geste lent, presque cérémoniel. « Je vois que tu as déjà des difficultés d'attitude, Miss Jenkins. » Il referma le dossier d'un geste sec. Ici, on respecte l'autorité. On ne corrige pas ses professeurs en public. Amara resta droite. Elle fixa un cadre photo posé derrière lui, une image de Thompson, serrant la main du gouverneur Craig Delaney, un homme connu pour ses prises de position contre les programmes de diversité dans les écoles publiques. « Vous savez que ce que j'ai dit était vrai, monsieur. » Thompson se leva lentement. Il contourna le bureau, lentement, comme pour faire durer la tension. Il s'approcha, s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Elle sentait son parfum boisé, lourd, artificiel. « Tu ferais mieux de rester à ta place. » Sa voix était basse, tranchante. « Tu ne viens pas du même monde que nous ici. » Il retourna à son bureau, comme si la conversation était close. Mais pour Amara, une ligne venait d'être franchie. Les jours suivants furent marqués par une surveillance constante. Une remarque à voix basse, punition pour bavardage. Un retard de 2 minutes à la cantine, avertissement. Un devoir noté injustement, aucun recours, tu dois apprendre à accepter la critique. À la cafétéria, certains élèves hésitaient à s'asseoir près d'elle. Quelques-uns, comme Emma Shaw ou Luis Hernandez, lui lançaient des sourires discrets, parfois des mots d'encouragement glissés entre deux cours. Mais beaucoup prenaient leur distance. Le simple fait d'être associé à Amara était devenu risqué. D'autres riaient avec le personnel, se joignaient aux remarques sous-entendues, riant trop fort pour bien montrer qu'ils n'étaient pas de son camp. Et puis vint le jour de trop. C'était un jeudi. Amara sortait de la bibliothèque quand Madison Blake, élève blanche, fille d'un riche promoteur immobilier, débarqua en larmes dans le hall. « Mon téléphone. Il a disparu. Il était dans mon sac ce matin. » Amara s'arrêta, stupéfaite, en entendant son nom être prononcé avec véhémence. « Je l'ai vu près de mon sac. Je suis sûre que c'est elle. » Pas de preuves. Pas de témoins. Juste l'accusation d'une fille influente. Amara fut convoquée immédiatement. Dans le bureau, M. Thompson, déjà prêt, attendait comme s'il n'attendait que cette occasion. « Miss Jenkins, vous êtes suspendue pour 3 jours, le temps que nous menions une enquête complète. » Elle se leva, le regard fixe, les mains tremblantes mais le dos droit. « Vous avez fait une énorme erreur, Monsieur Thompson. » Il sourit légèrement, satisfait.
Il pensait avoir gagné. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la scène dans le hall avait été enregistrée. Jaden Rivers, un élève noir discret, en terminale, passionné de technologie et témoin silencieux de mois de microagressions, avait tout filmé. De loin. Sans un mot. Mais avec une précision chirurgicale. On y voyait clairement Amara n'approcher à aucun moment le sac de Madison. Et pire encore, on entendait Madison dire, en chuchotant à une amie, qu'elle allait lui faire payer ce regard. Jaden n'était pas du genre à se faire remarquer. Mais cette fois, il fit une exception. Il envoya la vidéo directement à Angela Freeman, la mère adoptive d'Amara. Une ancienne procureure fédérale. Une avocate au sang-froid. Et une femme qui ne pardonnait jamais qu'on touche à sa fille. Le lendemain matin. Le parking de Franklin Preparatory Academy, d'ordinaire occupé par des SUV de luxe et des berlines européennes rutilantes, fut soudain éclipsé par l'arrivée d'un véhicule noir, imposant, blindé, aux vitres teintées. Il se gara lentement juste devant les portes principales de l'établissement. Une tension électrique se propagea presque instantanément. Les élèves s'arrêtèrent, les surveillants se raidirent, et même certains enseignants se figèrent derrière les vitres du hall. La portiere se obrit. Angela Freeman descendit. Talonnette sobre mais ferme sur le bitume. Tailleur bleu nuit taillé sur mesure. Lunettes de soleil qu'elle ôta avec calme. Son visage, à la fois élégant et implacable, ne laissait entrevoir ni colère ni peur, seulement la certitude tranquille d'une femme qui entre là où on ne l'attendait pas, mais où elle sait qu'elle est exactement à sa place. Ancienne procureure fédérale, avocate redoutée des tribunaux de Washington, conseillère juridique auprès de plusieurs sénateurs américains, elle était aussi, et c'était ce jour-là sa casquette la plus dangereuse pour l'administration, la mère adoptive d'Amara Jenkins. Elle n'était pas seule. À ses côtés, 2 journalistes, l'un de NBC News, l'autre du Washington Post. Et un troisième homme, raide comme un piquet, badge officiel du comité scolaire d'État accroché à la veste. Il portait une tablette déjà ouverte, prêt à prendre des notes. Il ne souriait pas. Monsieur Thompson fut averti par l'assistante de direction. Il voulut d'abord refuser l'entretien, prétextant une urgence pédagogique. Mais la simple évocation du nom Angela Freeman fit blêmir son visage déjà pâle. Il arrangea rapidement sa cravate, rangea dans la hâte des papiers inutiles, et fit entrer la délégation. Angela s'assit sans qu'on l'y invite. Elle posa son sac méthodiquement, sortit un dossier cartonné et laissa une copie de la plainte officielle sur le bureau, qu'elle fit glisser vers lui du bout des doigts, comme on glisserait une pièce dans une machine dont on connaît parfaitement le mécanisme. Sa voix était calme, mesurée, tranchante. Vous avez suspendu ma fille sans preuve, sur la base d'une simple accusation raciale, émise sans témoin, sans enquête préalable et sans respect du règlement disciplinaire. Je suis ici pour déposer une plainte officielle contre vous, en votre nom personnel, contre l'établissement que vous dirigez et contre le district scolaire que vous représentez. Le directeur tenta de répondre. Il bégaya une défense maladroite, invoqua la prudence, le protocole de précaution, les règles de sécurité, mais chaque mot semblait s'enliser dans la froideur méthodique d'Angela. Alors, elle sortit une clé USB et la posa sur la table, lentement. Voici la vidéo. Visionnée, vérifiée et certifiée. Elle montre non seulement que ma fille n'a rien volé, mais également que l'élève Madison Blake a fait une déclaration mensongère. On entend très clairement sa voix, son rire et sa phrase. Elle va voir ce que ça fait de nous regarder comme si elle valait mieux. Un silence s'abattit dans le bureau. Le représentant du comité scolaire leva les yeux, croisa ceux d'Angela et hocha lentement la tête. Les journalistes prenaient déjà des notes. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias nationaux prirent le relais. Le soir même, CNN ouvrit son journal avec un bandeau qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Un lycée d'élite pris en flagrant délit de racisme systémique. Les images circulèrent, la vidéo du hall, la voix de Madison, l'attitude glaciale de Thompson dans son bureau, la posture inébranlable d'Angela Freeman. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Sur TikTok, Twitter, Instagram, le nom almohadilla Amara Jenkins devint viral. Des milliers de jeunes partageaient leur soutien, mais aussi leurs propres témoignages. D'anciens élèves de Franklin commencèrent à parler. Des lettres ouvertes furent publiées. Plusieurs anciens enseignants dénoncèrent anonymement le climat toxique et élitiste entretenu par Thompson depuis des années. En moins de 2 semaines,
le conseil d'administration de l'école se réunit en urgence. Sous la pression médiatique, parentale et politique, Bradley Thompson fut suspendu, puis contraint de démissionner. La veille de son départ, il quitta les lieux par une porte arrière, évitant les caméras, le regard fuyant, détrôné par l'arrogance qu'il avait cru pouvoir perpétuer impunément. Et Amara? Elle revint au lycée. Mais plus seule. Elle ne marchait plus tête baissée. Les regards qu'on lui lançait n'étaient plus teintés de doute ou de gêne, mais de respect. Pas de pitié, elle ne l'aurait pas accepté, mais d'admiration silencieuse. On lui proposa même de prendre la parole devant les élèves lors d'une assemblée spéciale sur l'équité raciale et les droits étudiants. Elle accepta. Son discours, sans colère ni rancune, fut une leçon de courage et de lucidité. Elle parla de vérité, de persévérance, et de la force qu'on tire de l'injustice lorsqu'on refuse de plier. Elle était devenue un symbole. Pas seulement de résistance. Maíz de transformación. De inteligencia. Et de dignité. Le jour de la cérémonie de fin d'année à Franklin Preparatory Academy était arrivé sous un ciel d'un bleu éclatant, presque irréel, comme un symbole d'un nouveau départ. Les élèves, pour une fois, n'étaient pas simplement vêtus de leur uniforme strict, des robes élégantes, des costumes sobres, mais surtout des visages illuminés par la fierté et l'espoir. La grande salle de l'auditorium, d'habitude austère, était décorée de guirlandes dorées et de fleurs blanches. Le chœur de l'école chantait doucement en fond, tandis que les parents, professeurs et invités spéciaux prenaient place dans les rangées bien alignées. Au milieu de cette foule, le regard de chacun était tourné vers Amara Jenkins, assise au premier rang, vêtue d'une robe simple mais élégante, sans artifice, avec ses tresses parfaitement nouées qui captaient la lumière. Quand ce fut son tour, le silence se fit immédiatement, pesant et respectueux. Amara se leva, prit une profonde inspiration, et monta les marches menant à la scène sous un tonnerre d'applaudissements sincères, non plus par pitié, mais par admiration. Devant le micro, elle posa les yeux sur la foule, sur les visages parfois surpris, parfois émus, sur ses camarades qui maintenant la regardaient comme une égale, et plus encore. Sa voix, claire et posée, remplit la salle. Ce que j'ai appris ici, au Franklin Preparatory Academy, ce n'est pas seulement les mathématiques, ni l'anglais, ni l'histoire. Ce n'est pas uniquement le contenu de nos manuels, ni les tests et les examens. J'ai appris quelque chose de bien plus important. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'ai appris que le silence, parfois, peut tuer. Il peut briser des vies, étouffer des espoirs, et perpétuer des injustices. Mais j'ai aussi appris que la vérité, elle, peut sauver. Elle peut guérir, reconstruire, et donner force à ceux qui ont été réduits au silence. Un léger frisson parcourut l'auditoire. J'ai appris que même quand on dérange, même quand on n'est pas le visage que l'on attend, il faut parler. Parler avec courage, avec détermination, mais aussi avec calme et dignité. Parce que le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on mendie, qu'on quémande timidement dans un coin. Non. Le respect, on l'exige. On l'exige avec fermeté, avec mémoire. Avec la mémoire de ce qui a été, et la volonté de ce qui doit être. Sa voix se fit plus douce, plus intime, comme si elle s'adressait à chaque personne individuellement. Je suis la fille boursière noire que certains ont voulu réduire au silence. Mais aujourd'hui, je suis bien plus que ça. Je suis la voix de tous ceux qui ont été ignorés, minimisés, blessés. Je suis la voix de notre génération, une génération qui refuse de se taire face à l'injustice. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timidement, puis en crescendo, jusqu'à devenir une ovation debout. Des larmes de fierté et d'émotion scintillaient dans les yeux de plusieurs professeurs, parents, et même certains élèves qui avaient auparavant tourné le dos à Amara. Sur scène, elle sourit, humble mais fière, le regard brillant. Ce jour-là, dans cette salle, dans ce lycée autrefois divisé, il n'y avait plus de barrières. Plus de différence. Juste une vérité partagée et un avenir à construire ensemble. Et ce jour-là, personne, plus personne, ne vit Amara Jenkins comme la fille boursière noire. Elle était devenue la voix d'une génération, celle qui ose parler, celle qui exige justice, celle qui inspire le changement.